Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 14 septembre. Fontenay-le-Comte se prépare à l'accueil de possibles réfugiés. La ville, comme d'autres communes vendéennes, est prête à accueillir des familles de migrants si le besoin s'en faisait sentir. Elle pourrait ainsi mettre à disposition des logements sociaux en cours de rénovation. Reportage au début de cette édition. Quand les chevaux jouent les vedettes, le haras de la Vendée accueillait ce week-end la 3e édition du Trophée des talents équestres. Ils étaient une dizaine d'artistes à présenter leur spectacle devant un jury de professionnels. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec l'association Suroît. Grâce à ses 150 adhérents, elle a pu remettre en état le Hop, un bateau de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie construit au début des années 40. Il est aujourd'hui inscrit au monument historique et continue de naviguer régulièrement. Il sera à découvrir ce week-end lors des Journées du patrimoine. Près de 600 villes étaient représentées à Paris samedi matin pour une réunion de travail avec le ministre de l'Intérieur sur le dossier des migrants. Le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouhary, participait. Bernard Cazeneuve a confirmé le soutien de l'État aux communes qui s'engagent avec une aide de 1 000 € versée pour chaque place d'hébergement supplémentaire créée. Un soutien financier utile mais pas nécessairement suffisant. Exemple à Fontenay-le-Comte. La ville est en train de rénover des logements sociaux. Certains d'entre eux pourraient être mis à disposition très rapidement en cas de besoin. Pierre Dalicieux. Ce maire fait partie de ceux qui accueilleront ici à Fontenay-le-Comte. 2 familles pourront être logées et la décision a été prise assez vite en réaction à l'urgence de la situation. Ce ne sont pas des gens qui nous sollicitent régulièrement, tous les mois, pendant une année, etc. Là, ce sont des gens qui ont besoin de nous sur une période très courte. Donc c'est à nous de réagir immédiatement. Cet immeuble acheté récemment par la mairie est réservé aux logements sociaux. Cet appartement, par exemple, est en cours de rénovation. Des rénovations qui pourraient être écourtées pour accueillir en urgence une famille de réfugiés. Si demain, on nous demande d'accueillir dans l'urgence une famille, on peut l'accueillir dans cet appartement en évacuant bien sûr tous les matériels qui ne sont pas utilisables. Un petit coup de peinture et essayez, c'est parti. Une aide de 1 000 € par place supplémentaire dédiée aux réfugiés a été débloquée par l'État. Pour le maire de Fontenay-le-Comte, cette aide servira aux premières nécessités comme des couvertures, des draps ou de la nourriture, mais pas pour la rénovation de ce type d'appartement. Ici, cet appartement-là qui a été juste fraîchement rénové et qui est attribué à une famille, donc a nécessité un investissement de plus de 15 000 €. Donc c'est évident que si dans l'urgence on doit accueillir des familles, 1 000 €, les 1 000 € seront les bienvenus, mais effectivement ce ne sera pas suffisant pour avoir une qualité de finition comme cet appartement. Donc vous ferez ce que vous pourrez ? On fera ce que l'on pourra. Mais vous le ferez ? On le fera. Hormis les Herbiers qui a fait savoir son opposition à l'accueil de réfugiés, des villes comme La Roche-sur-Yon, Esnay ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont déjà annoncé qu'elles accueilleraient une ou plusieurs familles s'il y avait besoin. Les élus dans la rue, les maires et présidents de communautés de communes ou d'agglomérations sont appelés à se mobiliser samedi contre la baisse des dotations de l'État. Une journée nationale d'action est organisée à l'appel de l'Association des maires de France. Les élus veulent dénoncer la baisse de 30% des fonds versés par l'État aux collectivités locales. Cela représente entre 2014 et 2017 16 milliards d'euros de moins distribués aux communes et intercommunalités. Pour la présidente de l'Association des maires de Vendée, Anne-Marie Coulon, cette décision met en difficulté certaines communes et freine l'investissement public et donc l'économie et l'emploi. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'État comprenne qu'on ne peut pas faire cet effort en si peu de temps et si brutalement. Il faut étaler. Nous comprenons qu'il faut faire des efforts pour baisser la dépense publique, c'est certain. Mais il faut étaler cet effort dans le temps et ne pas le faire supporter principalement par le bloc communal. Et un rassemblement est donc prévu place Napoléon samedi en fin de matinée. Une délégation doit être reçue à la préfecture. Cette mobilisation des élus locaux est soutenue par le président du département et les parlementaires vendéens de droite. À gauche, en revanche, les députés socialistes de Vendée estiment que les maires et présidents d'intercommunalités doivent participer aux efforts pour réduire la dette publique.
Même s'il y a des réformes et des baisses de dotation, il y a parallèlement des fonds qui sont augmentés au niveau de l'État pour toutes les communes qui souhaiteraient investir. Il y a également le fonds dédié au rythme scolaire qui sera pérennisé par le gouvernement. Aujourd'hui, cette baisse des dotations, même si elle est difficile à vivre, je le comprends pour les maires et notamment dans les petites communes, elle est indispensable pour sauvegarder nos finances publiques. Et autre dossier qui oppose certains élus vendéens et le gouvernement, celui de l'A831. Le projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort a été abandonné au début de l'été. Une rencontre sur le sujet est prévue à Matignon à la fin de ce mois de septembre. Il s'agit de trouver une solution pour améliorer la circulation entre la Charente-Maritime et la Vendée. Les élus des deux départements souhaitent demander à Manuel Valls le financement par l'État de la construction d'une 2x2 voies. Et puis toujours sur la route, l'entrée en service aujourd'hui de 111 radars double sens. Cela concerne 18 départements, dont la Vendée. Alors, il ne s'agit pas de l'implantation de nouveaux radars, mais de l'adaptation d'appareils déjà existants pour leur permettre de flasher dans les deux sens de circulation. 12 radars ont ainsi été équipés de ce nouveau dispositif en Vendée. Le département est avec l'Oise celui qui en compte le plus. Depuis le début de l'année, le nombre de tués sur les routes est reparti à la hausse en France. Et à l'occasion de cette rentrée, justement, la sécurité a été renforcée autour des transports scolaires. Chaque jour, près de 33 000 élèves prennent le car pour se rendre à l'école. Pour s'assurer qu'ils soient bien vus aux abords des arrêts, des gilets jaunes ont été distribués. Une expérimentation est par ailleurs lancée cette année dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Écoliers, collégiens et lycéens auront désormais l'obligation de porter ce gilet jaune entre leur domicile et l'arrêt de car. Des contrôles seront même effectués et des avertissements pourraient être transmis aux parents. Pour Alain Leboeuf, président de la commission infrastructure au conseil départemental, la sécurité est une priorité. Pour nous, il est important que nous puissions sécuriser au maximum. Donc à partir de cette année, 100% de nos cars auront un éthylotest anti-démarrage. On est sûr que les chauffeurs seront en état de conduire. Nous avons 100% de nos cars qui sont équipés de ceintures de sécurité. Et puis nous distribuons massivement les gilets, ici que je porte cet après-midi, donc pour que nos enfants soient vus à l'approche des arrêts de car. Une rencontre entre l'équitation et le monde artistique. C'est le principe du trophée des talents équestres. La 3e édition de cette compétition a eu lieu ce week-end au Haras de la Vendée. Devant un jury de professionnels, ils étaient une dizaine de participants venus de toute la France à présenter leur numéro où les chevaux tiennent le rôle principal. Des spectacles qui mêlent humour, émotion et performance technique. Alice Lanos. De Zorro à Robin des Bois en passant par le Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles, ils ont fait le show, et ce malgré la pluie. L'enjeu, remporter le trophée des talents équestres. On a de tout jeunes artistes qui sont vraiment là pour découvrir la scène. C'est la première sortie en public, c'est la première fois qu'ils vont présenter quelque chose devant autant de personnes. Et puis on a vraiment ceux qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle, donc ils sont effectivement beaucoup plus pointus dans leur technique. Et on le voit également dans la mise en scène. Une mise en scène scrutée par l'œil expert d'un jury de professionnels du monde équestre et du spectacle. Costumes, chorégraphie, technique, 5 notes sont attribuées à chacun des 13 numéros par un jury soucieux d'être touché et surpris. Je regarde d'abord tout, l'ambiance aussi du numéro. Et puis, je m'attache aussi à tout ce qui est costume, un peu ce qui sort de l'ordinaire. Pour certains, c'est la première apparition en public, peut-être un tremplin. En tout cas, un excellent exercice, comme le souligne ce créateur de spectacle équestre, membre du jury. Là, ils sont baignés dans le grand bain, si je puis dire, puisqu'il y a du public, il y a de la musique, il y a un environnement qui complique les numéros équestres, notamment quand on fait de la liberté. Et c'est justement avec son numéro intitulé Liberté que Ludovic Longo, venu des Bouches-du-Rhône, a remporté le prix du jury ainsi que celui du public. Il est
est temps d'évoquer les résultats sportifs du week-end. Il y avait entre autres du surf, le triathlon international de Saint-Gilles, le 10 km du Château d'Olonne, la Coupe de France de basket ou encore du football. Le résumé est signé Anthony Jamin. Du foot pour commencer et la très belle victoire des Herbiers à l'extérieur, maillot rouge et noir. Ils s'imposent 5-2 face à Dunkerque dans le cadre de la 6e journée de National. Les Herbiers jeunes promus et toujours invaincus sont actuellement 4e au classement général à 1 point de Luçon. Les Luçonnais, justement maillot rouge, occupent actuellement la première place au classement général après leur match nul vendredi face à Chambly, eux aussi dans le cadre de la 6e journée de National. Des Luçonnais à égalité de points parfaite avec Marseille-Consola, premier ex-aequo. Du côté des féminines, moins de réussite en revanche pour cette 3e journée de D1. Les Ornésiennes maillot bleu se sont fait surprendre par des Rodésiennes très engagées dès la 19e minute de jeu. Malgré une belle entame de match, 2 nouveaux buts suivront, score final 3-0. Très nette défaite également à domicile pour Chaland lors de ce premier tour de la Coupe de France de basket. Les hommes de Freddy Massé, maillot rouge, National 1, n'ont pas tenu le choc face à une équipe paloise qui évolue en Pro A. Score final 80-65. On file maintenant sur la côte gillo-crucienne pour la 4e victoire de rang du russe Ivan Toutoukine, licencié au Saint-Jean-de-Mont triathlon lors du triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ce malgré des conditions météo particulièrement difficiles. Course à pied encore avec la 7e édition des 10 km contre la montre du Château d'Olonne. Une course ouverte à tous, mais le plus rapide, une nouvelle fois, c'est Julien Cougnot de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon et recordman de l'épreuve. Il s'impose en 33 minutes et 13 secondes. Enfin, direction la côte sablaise et le spot de Tanchette pour le Rip Curl Groom Search European Series. Cette 4e et dernière étape a été l'occasion de réunir 130 surfeurs, la jeune génération, celle qui monte et que l'on pourra retrouver dans quelques années, peut-être, sur les circuits pro. Et puis tout ce week-end, ce sera l'occasion de jeter un coup d'œil sur le passé et sur l'histoire en général, avec la 32e édition des Journées du patrimoine. Châteaux, églises, musées, près de 200 sites au total vont ouvrir leurs portes dans le département, parfois de manière exceptionnelle, souvent gratuitement. Alors toute cette semaine, nous vous proposons de visiter quelques-uns de ces lieux et d'aller à la rencontre de ceux qui s'investissent pour sauver, entretenir et faire vivre ce patrimoine. On débute ce soir avec le Hop, un bateau de pêche construit en 1943, inscrit au monument historique depuis 1998. Grâce au travail de l'association Suroît, il a pu être remis en état et navigue régulièrement du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cyril Guillet. Le Hop est un sloop à cornes qui a vu le jour en 1943 dans les chantiers Thomazeau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce caséilleur, commandé par le patron pêcheur Israël Chevrier, était destiné à la pêche aux crustacés. Il a été baptisé le Hop dans l'espoir que la guerre de 39-45 cesse. Hop en anglais voulant dire espoir. Ce bateau était donc conçu pour la pêche au casier et à son bord seulement 2 marins. Il faut savoir qu'il sortait à la journée, qu'il allait récupérer ses casiers à la voile, parce que vu que son moteur était un petit moteur qui servait uniquement pour les manœuvres au port, à cette époque-là, il fallait savoir utiliser le vent pour ramasser les casiers, quoi. Voilà. Ça c'est l'année mauvette. Après 17 ans de bons et loyaux services, le Hop est désarmé et employé pour la plaisance. En 1974, il est vendu et amarré dans le golfe du Morbihan, au Bonneau, et ce n'est qu'en 1986 qu'il revient dans son pays d'origine, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le Hop est alors confié en 1989 à l'association Le Suroît qui le maintient en état. Il faudra alors attendre 2014 pour que des travaux de rénovation soient lancés, et c'est aujourd'hui le dernier caséilleur de Vendée. La mise à l'eau s'est effectuée le 5 décembre 2014. Et son retour sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie a eu lieu le 17 avril 2015. En quelques chiffres, cette embarcation, c'est 94 mètres carrés de voile, dont 40 pour la grande, 14 mètres de long et 11 mètres de tirant d'air, et quelques particularités techniques témoins de son époque. Alors le Hop est équipé d'une barre franche, c'est-à-dire que la barre est en direct avec le safran. Quand le temps était beau, tout allait bien, mais quand ils sortaient pour gagner leur vie, il fallait qu'ils sortent quand même par des temps plus ou moins mauvais.
Je m'imagine que ça ne devait pas être facile tous les jours. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on ressent sur ce bâtiment. Les membres du Suroît vous accueilleront sur le pont le 19 et le 20 septembre de 10h à 19h pour des visites commentées. Un mot de cinéma avec un Vendéen récompensé à la Mostra de Venise. Le festival italien a décerné un prix d'interprétation à Dominique Leborgne. Ce n'est pas un acteur professionnel, c'est un marin. Il joue dans le film Tempête son propre rôle, celui d'un pêcheur des Sables d'Olonne dont le métier le tient éloigné de sa famille. Tempête doit sortir dans les salles en début d'année prochaine. On jette un coup d'œil, comme chaque lundi, à l'agenda et au rendez-vous de la semaine. Plus que quelques heures pour payer vos impôts. La date limite pour régler l'impôt sur le revenu est fixée à ce mardi 15 septembre minuit. Sinon, ce sera une pénalité de 10%. Ceux qui choisissent de payer par Internet ont un délai supplémentaire jusqu'à dimanche. On en saura plus demain sur l'avenir d'Europecar. Le manager de la formation cycliste, Jean-René Bernaudot, devrait dévoiler le nom du nouveau sponsor de l'équipe. Il tiendra une conférence de presse en début d'après-midi dans un hôtel parisien. Mercredi, ouverture du Salon nautique de La Rochelle. Le Grand Pavois débutera donc mercredi. 750 bateaux seront exposés pendant 6 jours. Parrain de cette édition, le skipper Armel Lecléache. Il présentera son nouveau bateau, celui avec lequel il prendra le départ du Vendée Globe l'an prochain. Jeudi, journée de mobilisation dans l'éducation nationale. Plusieurs syndicats appellent à la grève pour protester contre la réforme du collège. Et puis dimanche, ce sera l'ouverture générale de la chasse à partir de 8h. Le département compte environ 16 000 pratiquants. D'ici là, demain, côté météo, ce sera une journée encore agitée avec un temps couvert, des averses et des rafales de vent. Une nouvelle perturbation arrivera dans la soirée. Les températures 12 à 14 pour les minimales, 18 à 19 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, l'information continue sur les réseaux sociaux. Et puis on se quitte sur ces images de pompiers et de défilés dans les rues de Chaland. Les amicales des sapeurs-pompiers de Vendée étaient réunies en congrès ce week-end. Un hommage a notamment été rendu à ceux morts en service. Le département compte 2400 pompiers volontaires et 270 professionnels.